Une jeune fille pense avoir trouvé l'homme de sa vie. Mais elle est rapidement prise dans un triangle amoureux teinté de jalousie, de colère et de désir effréné. Elle se jure de tout faire pour garder son amoureux dans une liaison fatale où se mêlent intrigue, duperie et meurtre. Les vacanciers vont à Livermore, à l'est de San Francisco, pour découvrir des vallées pittoresques et déguster des bons vins dans les nombreux vignobles. Chaque année apporte l'espoir que le nouveau millésime sera le meilleur. Mais comme en matière de relations humaines, les apparences sont parfois trompeuses. Au petit matin du 6 octobre 2002, un homme rentrant du travail voit une voiture en flammes dans le parking du Mountain House Café. En ce lieu désolé, cela est courant. Des voitures étaient abandonnées là, puis désossées et brûlées. On savait qu'il ne fallait pas laisser sa voiture là pour la nuit, même en cas de panne, sinon on la retrouvait désossée le lendemain. L'homme donne l'alarme. Et les pompiers sont rapidement à pied d'œuvre. Le feu étant maîtrisé, il apparaît qu'il n'y a personne dans le véhicule. Les enquêteurs envoyés sur place ne peuvent dire si cet incendie est d'origine criminelle. Ils contactent la serveuse du café, qui leur apprend que la soirée a été calme et que le parking était vide lorsque le bar a fermé, de bonne heure. L'immatriculation renvoie la police à Linda Nanetti, qui habite à 20 minutes de là. Bonsoir madame. Bonsoir. Nous avons une Mustang rouge en flammes et les plaques nous envoient chez vous. Madame Nanetti explique que la voiture a été offerte à sa petite fille de 17 ans, Jenna, qui vit avec elle. Elle déclare aussi que Jenna a laissé un message téléphonique vers 21h15 pour dire qu'elle allait bien, mais qu'elle avait été agressée par une femme. En gros, elle a appelé pour dire qu'elle avait été agressée, ou qu'elle avait eu une altercation avec une femme, mais qu'elle était avec des amis et qu'elle allait bien. Elle a dit à sa grand-mère « Appelle-moi sur mon portable si tu veux me parler ». Mais les appels sur le portable de la petite fille aboutissent sur sa messagerie. La grand-mère était inquiète. Jenna n'aurait jamais abandonné sa voiture, elle ne l'aurait jamais laissée sans surveillance. C'était son seul bien, elle l'adorait. Le bureau du shérif n'est pas seul à essayer de contacter Jenna, désormais considérée comme une mineure disparue. Son père, Jim Nanetti, l'appelle sans arrêt après avoir reçu un message encore plus inquiétant. Papa, rappelle-moi vite. J'ai sans doute une commotion cérébrale. On m'a frappé sur la tête avec une batte de baseball ou je sais pas quel truc. J'ai besoin de toi, appelle-moi. C'était très inquiétant et je me suis aussitôt demandé si elle a été frappée à la tête, où est-elle maintenant? Et quand a-t-elle pu passer ce coup de téléphone? Et si elle était avec quelqu'un qui envisageait de la tuer, à quel moment cela s'était-il passé? Jim Nanetti est un motard et un client régulier du Mountain House Café. Il dit aux enquêteurs que Jenna venait parfois l'y rejoindre pour le ramener chez lui. On savait que les Hells Angels fréquentaient ce café. Et le père de Jenna étant connu ici, on avait une piste possible. Quand les relevés téléphoniques du portable de Jenna révèlent que ses appels ont été passés à moins de 16 km du bar, les agents se demandent si elle a été victime d'une lutte territoriale entre deux gangs rivaux de motards. Mais ils entendent vite un autre son de cloche.
Il n'y a jamais eu de problème ici. Et tous les clubs de motards existants venaient ici. Et ils y viennent encore. Les enquêteurs apprennent que Jenna est séparée de son mari, Michael Simons, âgé de 20 ans. Mais qu'elle avait prévu d'aller le voir juste quelques heures avant la découverte de sa voiture en feu. Michael a un casier judiciaire. Je sais qu'il avait volé une voiture et qu'il avait provoqué une course-poursuite infernale. Il a été incarcéré. C'est bon, ne bougez plus. Les enquêteurs s'intéressent au passé de Simons. Ils découvrent que Jenna et lui se connaissent depuis des années, mais ne sont sortis ensemble que 6 mois avant de se passer la bague au doigt, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Sa grand-mère ne pensait pas que c'était idéal pour Jenna. Néanmoins, étant sa tutrice, elle a autorisé le mariage. J'ai du mal à croire qu'on s'installe ensemble. Ça m'excite l'idée que tu seras toujours là maintenant. Aussitôt, il s'installe chez Jenna et ses grands-parents. Ils semblaient heureux, vous savez. Les 2 premières semaines, tout semblait être comme avant le mariage. Ils étaient toujours en train de s'enlacer, se caresser, s'embrasser. Et si on oubliait ça? Quoi? Pour se mettre au lit. D'accord. Simons réalise bientôt qu'il n'est pas prêt à se ranger. Les amis de Mike ont dit qu'il avait 2 passions, les femmes et l'alcool. De préférence des filles de 16 ans et des verres, mais payés par quelqu'un d'autre. Je veux divorcer. Crois-moi, je vais pas te laisser faire. 6 semaines après le plus beau jour de sa vie, les espoirs et les rêves de Jenna s'effondrent cruellement. Jenna était anéantie, elle criait comme un putois. Sa grand-mère l'a entendue et s'est précipitée vers elle. En fait, Jenna ne s'attendait pas à ça. Les enquêteurs découvrent alors que 3 mois après avoir demandé le divorce, Simons vit avec une nouvelle compagne, chez la mère de cette dernière. Il déclare être aussi choqué que quiconque par la disparition de Jenna et n'avoir aucune raison manifeste de lui vouloir du mal. Sa nouvelle compagne, Katy Bellflower, est enceinte. Simons révèle qu'il a demandé à Jenna de passer le voir le soir où elle a disparu et qu'ils ont discrètement évoqué une éventuelle réconciliation. Ils ont discuté de leur relation pendant un moment, puis sans crier gare, Jenna a dit à Michael qu'elle devait partir. Avant qu'elle parte, Michael lui a donné $10 pour prendre de l'essence. Simons rajoute qu'environ 45 minutes plus tard, elle l'a appelé pour lui dire qu'elle avait été agressée et qu'elle avait l'intention d'aller se saouler. Michael a dit que lui et Katy Bellflower avaient passé environ 2 heures, 2 heures et demie dans un parc du quartier où ils avaient entre autres parlé de leur liaison. Je lui ai donné $10. Katy Bellflower dit à la police qu'elle a vu Jenna arriver, puis repartir, et confirme qu'elle et Simons sont ensuite allés au parc. Selon elle, Jenna est partie pour de bon. Le mariage allait être annulé. Et une fois qu'il sera annulé, Michael et Katy allaient se fiancer. Cependant, la police continue à s'entretenir avec la famille et les amis. Et d'importantes recherches sont engagées dans un rayon de 3 km autour du bar. Nous allons passer au peigne fin le secteur où a été retrouvée sa voiture. En nous séparant, nous couvrirons plus de terrain. Et avec de la chance, nous trouverons quelque chose. 3 équipes cynophiles ont été déployées. Nous avons fait flairer au chien un vêtement de Jenna pris dans sa chambre. Moyens aériens et terrestres mobilisés, les recherches se poursuivent toute la journée. Les chiens ont complètement ratissé le secteur et n'ont trouvé aucune piste. À ce moment-là, j'ai pensé qu'elle aurait déjà contacté sa famille ou ses amis. C'était la panique et l'inquiétude. Est-ce qu'elle allait bien? Où était-elle? Que lui arrivait-il? Et on pouvait juste espérer et prier qu'elle aille bien, qu'elle soit vivante et en sécurité quelque part. Voulant en apprendre davantage sur Jenna, les enquêteurs se rendent à son ancienne école. Elle y était connue pour savoir se défendre. C'était une battante.
Et si on la cherchait, on la trouvait. Peu importait de quoi il s'agissait, elle relevait le défi. Et on a sympathisé en quelque sorte. Elle avait sa propre façon de s'habiller, sa propre façon de parler. On avait plus ou moins les mêmes goûts. Et elle avait juste besoin d'un ami, à mon avis. J'adorais toujours la faire sourire, parce qu'elle avait un super sourire. Et je crois que personne ne lui a jamais dit ça. Les enquêteurs apprennent que Jenna aime bien traîner avec une bande de gothiques et qu'elle est folle du Rocky Horror Picture Show, au point qu'elle veut dorénavant monter sur scène. Elle avait une voix superbe. Elle parlait d'être chanteuse ou actrice. Elle avait de grandes ambitions. Elle voulait entrer dans le show business, gagner beaucoup d'argent et être une star. Je suis venue vous poser quelques questions sur Jenna Nanetti. Vous la connaissiez? Les amis de Jenna sont perplexes devant sa disparition. Oui, elle était gentille. Je continuais à penser qu'elle avait juste fait une fugue et qu'elle allait finalement revenir. Les agents apprennent aussi qu'elle avait un problème d'argent. Jenna avait dit à des amis qu'elle était en colère d'avoir plus de $600 de notes de téléphone et qu'elle s'était disputée avec sa grand-mère à cause de ça. Il était très plausible qu'elle soit partie de son plein gré, qu'elle ait juste voulu disparaître un moment. Il se passait alors beaucoup de choses dans sa vie et elle avait peut-être juste besoin de souffler un peu. La nouvelle d'un pacte troublant que Jenna avait conclu avec une amie quelques mois auparavant tente à accréditer davantage l'idée d'une fugue. Elle voulait traverser le pays en autostop et se rendre au Royaume-Uni. Si elle disparaissait durant 7 ans ou plus, elle serait déclarée légalement morte et pourrait prendre de nouvelles identités. Jenna a été volontaire pour porter à manger à des ados en difficulté dans un campement pour fugueurs. L'un d'eux lui aurait-il fait du mal? Elle leur avait apporté à manger là-bas très souvent. Portez-vous bien. Merci. Ils appliquaient la loi du silence. Aucun ne dirait quoi que ce soit. Les enquêteurs ont plusieurs théories et une mineure disparue. Mais ils s'accrochent à l'espoir que Jenna est vivante et qu'elle va bien. Les autorités offrent une récompense de $5000 dans l'espoir d'une nouvelle piste. Mais cela ne fait qu'apporter davantage de frustration. Je n'ai eu aucune information, aucun coup de fil. J'ai fait pas mal d'allers-retours à Livermore et personne ne s'est manifesté, ne m'a donné d'informations. Deux semaines après la disparition de Jenna et à plus de 60 km de chez elle, un pêcheur sent une odeur affreuse dans l'air. C'est un corps en décomposition, une femme. Pourrait-il s'agir de Jenna Nanetti? Deux semaines après la découverte de la voiture en feu de Jenna Nanetti, âgée de 17 ans, la police de Livermore, en Californie, apprend qu'un corps a été retrouvé dans les plaines à plus de 60 km de son domicile. Les vêtements correspondent à ceux que portait Jenna le soir de sa disparition. Il apparaît évident qu'on a tiré à bout portant et à plusieurs reprises sur la jeune femme. Une seule cartouche de fusil est retrouvée dans les parages. Les enquêteurs sont convaincus que jusqu'au moment où elle a vu l'arme, la victime ne se doutait pas un instant qu'elle allait mourir. Ils n'ont trouvé aucune marque de ligature sur le corps, aucun lien. Elle n'avait pas été traînée. Il n'y avait rien pour contredire le fait qu'elle s'était rendue en ce lieu de son plein gré. Personne ne reste aussi près du canon d'un fusil. Cela m'amène à penser qu'elle devait avoir confiance en la personne qui était avec elle pour être aussi près. Les empreintes digitales confirment qu'il s'agit bien de Jenna Nanetti. Sa famille et ses amis avaient prié pour ne jamais apprendre cette nouvelle. On ne peut pas faire son deuil quand un membre de sa famille est assassiné comme ça. Le médecin légiste détermine que Jenna est morte de plusieurs coups de fusil tirés de moins d'1 mètre.
les enquêteurs creusent davantage sa relation avec son mari Michael Simons, qu'il avait quitté et qui avait reconnu avoir vu Jenna quelques heures avant que sa voiture ne soit retrouvée en flammes. Quand Simons était enfant, son père était en prison. Il a donc été élevé par sa tante, qu'il a adoptée. Et il a eu des ennuis avec la justice. T'as pas encore fini? Qu'est-ce que tu fous? Allez! Je veux devoir faire des pompes jusqu'à ce que ça me fatigue! Durant son adolescence, il a passé 18 mois dans un camp de redressement pour mineurs, suite à un délit de fuite dans une voiture volée. Après sa libération, il va d'un petit boulot à l'autre. Elle le connaissait depuis des années, mais il était parti. Et puis il est revenu dans sa vie. Évidemment, t'as pas... Mais non, qu'est-ce que tu crois? Allez les dépenser! Le bonheur du mariage cesse brutalement lorsque Michael plaque Jenna sans ménagement. Les enquêteurs apprennent qu'ils ont continué à se quereller. Et des amis assistent à une scène qui se termine sur une menace. Je vais te tuer! Michael Simons et sa nouvelle petite amie, Katie Bellflower, sont interrogés à nouveau. Et cette fois, il y a une divergence. Simons déclare alors que quelqu'un d'autre était avec lui et Katie le soir où Jenna a disparu. Un ami de Katie, Jeffrey Hamilton. Il a dit qu'en fait, Jeffrey Hamilton était avec lui et Katie plus tôt dans la journée, et qu'il était aussi au parc avec eux dans la soirée. Curieusement, Katie s'en tient à sa déclaration initiale et dit qu'elle était seule avec Michael. J'avais de plus en plus l'impression que Michael et Katie mentaient, qu'ils essayaient de m'embobiner. Jeffrey Hamilton, 20 ans, travaille à la patinoire locale. Il est perçu comme un solitaire, connu pour avoir un faible pour Katie. Katie et Jeff se connaissaient depuis des années. Ils décrivaient leur relation comme une relation entre un grand frère et une petite sœur. Jeff était du genre qui n'avait jamais vraiment de petit ami, qui en pinçait pour Katie, qui ferait tout pour Katie. Lorsque les enquêteurs lui demandent où il était le soir de la disparition de Jenna, il confirme la version de Simons et déclare qu'il s'est rendu en voiture au parc où il est resté un moment avec les amoureux. Dix jours après la découverte du corps de Jenna, le trio se joint à la famille et aux amis pour les funérailles. 200 personnes regardent une vidéo en hommage à la jeune fille qui n'avait pas d'ennemis connus. Malgré leurs soupçons, les enquêteurs n'ont aucune preuve tangible. Et 5 mois plus tard, l'enquête semble être au point mort. Mais tout change en mars 2003. Il est 3 heures du matin. L'agent de la Park Police, Tim Phillips, patrouille à Altamont Pass, à presque 13 km de l'endroit où a été retrouvée la voiture en feu de Jenna. C'est un point de vue spectaculaire que les habitants des environs appellent le toit du monde. Cela fait principalement référence au fait que la vue porte très loin à l'horizon. C'est un très joli cadre le soir avec le ciel plein d'étoiles. C'est un lieu très calme, très discret, où les gens viennent passer un moment ensemble ou boire ou se droguer. L'agent Phillips repère une voiture arrêtée sur le bas-côté de la route, les feux allumés. En général, ce lieu est désert à cette heure de la nuit, et j'ai pensé approcher discrètement pour voir ce qu'il se passait. Arrêtez, je vous en prie! Que faites-vous? Pourquoi portez-vous des gants? On pensait qu'elle était peut-être malade. On voulait se protéger. Il voit que l'individu tient une corde, formant une boucle. Il l'a posée doucement au sol, et à ce moment-là, l'autre femme qui était à genoux a dit « Oh, tu as oublié de la laisser au travail ?» Et il a répondu « Oui ». Puis il l'a lentement ramassée et remise dans sa poche. Sans broncher, Katie Bellflower et Jeffrey Hamilton donnent leur nom à l'agent.
La jeune fille se présente elle-même comme étant Amber Lewis, 16 ans, et dit qu'elle habite dans les parages. Elle parlait tout doucement, je l'entendais à peine. J'ai dû me pencher en avant et tourner la tête pour l'entendre. Je me demandais ce qu'elle faisait hors de chez elle à 3 heures du matin. La plupart des jeunes de 16 ans sont à la maison avec leurs parents à cette heure-là. L'agent Phillips appelle le central et demande à l'opérateur de contacter les parents de la fille, mais ils ne répondent pas. Elle se sent mieux, on va la ramener chez elle. Aucune loi n'ayant été enfreinte, Phillips ordonne à Bellflower et Hamilton de ramener Amber chez elle. La femme plus âgée m'a assuré qu'ils allaient la raccompagner directement chez elle. Alors j'ai décidé de les laisser partir. Après leur départ, Phillips reçoit un nouvel appel. Une opératrice m'a dit qu'elle avait reçu un appel du père de la jeune fille qui était surexcité. Il ne la trouvait pas à la maison et il pensait qu'elle avait fugué. L'agent Phillips reprend la route, résolu à retrouver la jeune fille et à la reconduire lui-même saine et sauve chez elle. J'étais déterminé à les retrouver et j'avais parcouru dans les 400 mètres quand j'ai croisé leur voiture qui roulait dans la direction opposée. Alors j'ai fait demi-tour et je les ai arrêtés. Katy Bellflower lui dit qu'ils viennent juste de déposer Amber chez elle sans aucun incident. Je ne lui ferai jamais de mal. Elle insistait sur son innocence et le fait qu'il ne faisait rien de mal, qu'ils passaient juste un moment ensemble. Et elle a continué à marteler que les parents de Amber savaient où elle était et avec qui elle était. Je lui ai répliqué qu'apparemment ses parents ne savaient pas où elle était. Et à cet instant-là, Katy a paru ne plus savoir quoi dire. L'agent Phillips reçoit une dernière nouvelle troublante. Maman! Maman, ouvre-moi! Le central m'a annoncé que les parents d'Amber avaient appelé. Maman, ouvre-moi! Ouvre-moi! Regarde mon cou! Regarde ce qu'ils m'ont fait! Selon leur fille, les 2 personnes que j'ai arrêtées essayaient de lui infliger un 187 quand je les ai surpris. En Californie, c'est l'article du code pénal relatif au meurtre. Regarde ça! Regarde! Cinq mois après qu'un tueur inconnu a abattu Jenna et mis le feu à sa voiture, les adjoints du shérif d'Alameda, en Californie, arrêtent Jeffrey Hamilton et Katy Bellflower, 2 grands amis. Une jeune fille de 16 ans prétend qu'ils ont tenté de l'étrangler. Bois? Pas de problème. Je t'ai pas vu depuis un bail, alors. Elle raconte à ses parents qu'ils ont essayé de la saouler avant de lui passer une corde autour du cou. Elle a senti ses yeux s'exorbiter, ce sont ses mots. Elle a dû avoir la sensation que ses yeux allaient exploser. Elle était sur le point de perdre connaissance quand la pression sur sa gorge s'est soudain relâchée. Et cela grâce à l'arrivée de l'agent Phillips. Durant sa garde à vue, un agent demande à Katy Bellflower pourquoi elle portait des gants chirurgicaux. Elle a commencé à se sentir mal. J'ai mis des gants au cas où elle vomirait. Comme elle n'était pas bien, je m'inquiétais pour elle. Je lui demandais si elle pensait que ça irait. Elle me disait « Oui, laisse-moi une seconde ». Je voulais juste m'assurer que ça allait, qu'elle pourrait se relever. Jeff aussi portait des gants? Je crois bien. Bon, et pourquoi aurait-il porté des gants? Parce qu'il ne connaissait pas bien Amber. Il ne savait pas si elle avait une maladie ou un truc comme ça. Avez-vous essayé de la tuer? Non. Désolée, je n'essaierai pas de la tuer. Je l'adore trop, je tiens trop à elle. Bellflower va encore plus loin. Elle déclare qu'elles sont comme des sœurs et qu'elles partagent des sentiments intimes l'une pour l'autre. T'as des cheveux vraiment magnifiques. Elle a admis devant moi qu'elles étaient toutes 2 bisexuelles et amantes. Dans une autre salle d'interrogatoire, Jeffrey Hamilton reconnaît qu'il a essayé d'étrangler Amber et prétend que c'était une idée de Katy. Elle était en colère, car alors qu'elle était enceinte de 5 mois, son petit ami Michael Simons l'avait plaquée pour Amber.
Cathy en est arrivée à la conclusion que le seul moyen pour elle de récupérer Michael, c'était qu'Amber disparaisse. Elle voulait la tuer. Elle n'aura pas mon mec! Tu m'entends? J'ai une idée. Quand Cathy m'a expliqué son idée, je l'ai d'abord regardée et je lui ai dit non. Juste non. Je ne veux simplement pas faire ça. Carrément non. Et elle a continué de me harceler avec ça. On doit se débarrasser d'elle. Tu m'aideras? Le plan était d'attirer Amber dans un piège pour la tuer. Ils l'ont persuadée de faire le mur pour passer une bonne soirée avec eux.